Bienvenue dans cette nouvelle édition de Un apéro avec Motomac, votre petite friandise du vendredi soir. Et des friandises, il y en a tout autour de nous dans ce stand de la Sunday Ride Classic, événement magique pour tous les fans, tous les passionnés de moto de tous les âges et de tous les styles. Je suis avec Yves Kirlo. Yves Kirlo, j'adore parce que le type, je t'appelle type, je suis désolé, c'est vulgaire, mais je suis comme ça, se définit comme bricoleur. Or, des bricoleurs qui font des motos de GP, qui gagnent les 24 heures du Mans, qui sont prestataires pour Michelin, qui construisent des sites cars de course, qui font des répliques de moteurs de Honda 6 de Grand Prix, c'est quand même des bricoleurs de génie. Je sais que tu n'aimes pas les superlatifs, Yves, mais en tout cas, moi, je te vois comme ça. Qu'est-ce qui fait que tu as voulu avoir cette exposition de moteurs à la Sunday Ride Classic? Alors c'est ce que moi j'appelle les conséquences d'une discussion de bistrot. J'adore ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi je suis très copain avec Jean-Pierre Bonato, l'organisateur, et à la fin de l'été dernier, Jean-Pierre il me dit bon l'année prochaine je recommence. Je dis écoute, il y a une idée qui pourrait être intéressante, c'est de faire une exposition de moteurs de course. Est-ce que tu penses qu'on pourrait faire ça? Et Jean-Pierre m'a dit oui tout de suite. Donc à partir de là, moi j'ai appelé tous les copains que j'avais. Il y en a toujours un qui a un moteur sous un établi, un moteur sur une étagère. Moi j'en avais un petit peu. Et puis très rapidement, le stand se remplissait. Ouais. Et la vraie conséquence de la discussion de bistrot, c'est le Honda 6. C'est-à-dire qu'en rigolant, on s'est dit, le Honda 6 est inaccessible, on ne pourra jamais en avoir un. Mmh. Et j'ai un très bon ami qui s'appelle Stéphane Meunier, qui est ingénieur de formation et professeur dans un lycée technique à Montargis. Je lui dis, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une petite maquette à partir de fichiers, puis on fait un petit moteur en imprimante 3D, et puis tout doucement, au fil des semaines, il s'est mis à dessiner, parce que lui, il a tout de suite adhéré au sujet. Et puis un jour, on s'est dit, on va dire, allez, début octobre, et si on le faisait à l'échelle 1 ? Là, d'un seul coup, on changeait de travail, parce qu'il fallait un budget conséquent, alors que là, nous, on faisait ça un petit peu comme des bricoleurs professionnels, mais des bricoleurs. Et pour que ça puisse se faire, Stéphane a monté un projet pédagogique à son lycée technique, et sa hiérarchie a tout de suite accepté. D'accord. Parce qu'il trouvait l'idée intéressante pour motiver un peu les élèves, les profs, c'était très intéressant. D'accord. Et c'est parti. Alors ça prouve qu'il y a deux éléments importants dans l'expression du génie humain, c'est la machine à café et le bistrot. Parce que sans ça, si on faisait que des réunions... Oui, il ne faut pas y rester trop longtemps, mais sinon quand même, le projet c'est là que les choses sortent. Oui, si on veut que ça avance... faut savoir en sortir. On peut y aller, mais il faut faire de brefs passages. Exactement. Qu'est-ce qui fait que pour toi, le moteur de course, c'est quelque chose d'un petit peu en haut de l'étagère, dans la mobilité, dans l'expression de la vitesse, de la performance, tout ça? D'abord, c'est très subjectif parce qu'on va du monocylindre au multicylindre, au 2 temps, au 4 temps, au moteur électrique, pourquoi pas, mais c'est dans l'air du temps. Oui. Moi, j'ai pas de règles. Alors déjà, pour commencer, moi, je ne suis pas du tout motoriste. Ouais. C'est-à-dire que je n'ouvre pas de moteur. Je sais, alors, j'y arriverai, mais c'est pas bien. Comment ça marche quand même? Dans les grandes lignes, moi je suis plus coup de marteau, soudure, disqueuse, polyester, poussière. Là, c'est plus. Tu te définis aussi comme chef d'orchestre, c'est-à-dire celui qui sait mettre en place toute une équipe qui arrive à faire une moto performante. Parce que autour de chaque projet, de toute façon, tout seul, on est très vite limité. Il faut s'entourer des gens qui ont des compétences, il faut leur faire confiance, il faut que eux adhèrent au projet. Et donc, il y a un petit côté, il faut d'excellents musiciens, et puis il faut quelqu'un qui n'est pas forcément un bon utilisateur de chaque instrument, mais qui par contre connaît un petit peu la musique pour que la mayonnaise prenne. Et c'est subtil, c'est compliqué. Ouais. Alors tu dis que c'est subjectif. On a combien de moteurs ici dans ce stand de la SRC? Alors, quelques jours avant l'exposition, on va dire une quinzaine de jours, c'était 40 moteurs, on s'était figé. Ouais. Et puis il est arrivé un moteur en granit, puis un moteur en bois. Puis un moteur de 500 V4 qui nous est arrivé ce matin, donc on est à 43. 43 moteurs. Alors on va faire quelque chose, moi je suis pas un grand spécialiste de la technique comme toi, je suis pas un motoriste. On va appeler un type qui est déguisé en un peu Carlos, le chanteur derrière là. Carlos ? Oui, pas le terroriste, le chanteur. Marcel Pellerin, vous êtes là. Quelle décontraction. Voilà, tranquille le chat. Voilà, les Vans de compétition, j'adore. Toi, tu es un grand spécialiste des moteurs, parce qu'après la grande passion qui est la décontraction et la glandouille, tu aimes bien faire du bricolage. Exactement. J'aime toujours ça, mais j'en fais moins. Ouais, t'en fais moins. C'est l'âge peut-être. Ouais. Et tu vas faire le tour de 5-6 moteurs que tu vas nous présenter. Je te laisse tout seul, tu sais très bien faire ça. Ok. Donc pas voilà. De soucis, et bravo pour le look, les Vans, léopard, la chemise hawaïenne, le truc kaki. On est dans le sud ici. Moi, je me suis mis corporate, mais Jean Paca, voilà. C'est vrai. Donc je bosse pour la même boîte que lui, mais ça se voit peut-être moins. Allez mec, courage. Cool. Ok. Et écoutez, ce qu'on va faire. Alors je peux pas faire le tour de tous les moteurs parce que d'abord il y en a une quarantaine, une cinquantaine. Il y a vraiment des raretés, des trucs incroyables. Donc ce que je vous propose, je vais faire
petit topo chronologique des moteurs de Grand Prix. Voilà, je vais en présenter 5 ou 6 assez rapidement. Donc on va commencer à tout seigneur, tout honneur par le moteur Norton, le Norton Manx. Il y en a un magnifique là-bas. Et je vais vous expliquer un peu comment était construit ce moteur. Alors il faut savoir que ce moteur-là, ça a été un peu la démocratisation après-guerre de la compétition, puisqu'il y a eu des moteurs usines et des moteurs privés. Il y a beaucoup de privés qui roulaient avec ce moteur et cette moto, dans la Norton Manx. Ce moteur a même été mis dans des cadres qui étaient fabriqués par des gens, des indépendants aussi. Donc, alors, voyez, d'abord, ça se passe de commentaires, c'est un moteur qui est franchement magnifique. Donc c'est un monocylindre, je pense que vous l'aurez compris. Alors ici on voit il a des 2 demi-carters qui sont ouverts sur un plan de joint vertical. Pourquoi ? Parce que dedans il y a un vilebrequin qui était un vilebrequin assemblé avec une bielle dont la tête de bielle n'était pas démontable, elle n'était pas à chapeau. Donc en fait on démontait le vilebrequin, on mettait le maneton et la bielle et on refermait le vilebrequin. Et ensuite il y avait ce carter. Donc monocylindre, la distribution comme vous pouvez le voir ici, il y avait un premier couple conique qui entraînait ici un arbre rotatif, qui entraînait ici un deuxième couple conique. Donc vous voyez, on est déjà dans une certaine complexité. L'avantage du couple conique, c'est que contrairement à une chaîne, au niveau précision de la distribution, il y a peu de jeu, il n'y a rien, c'est très précis. Donc on a un couple conique ici, hop, qui montait ici. Et là, on a vraiment une culasse qui était quand même assez technique pour l'époque. Parce qu'en fait, on a ici 4 petits pignons qui entraînent la distribution et les soupapes. Donc c'est super technique, c'est super sympa. Alors c'était un moteur qui était assez compétitif, qui sortait 40 chevaux en début de carrière, enfin 35-38, et qui en fin de carrière, avec les préparations, etc., arrivait à sortir pratiquement 50 chevaux. Il y a eu plusieurs allégages courses, des courses standards, des courses courtes et des courses extra courtes, en fonction des règlements. Et ici on peut voir une magnéto d'allumage, parce que ça avait un allumage indépendant, et pareil, la magnéto, elle est entraînée par une cascade de pignons. Donc voilà ce moteur que je trouve magnifique, avec un seul carburateur qui était souvent un Hamal Grand Prix à cuve séparé. Donc voilà pour l'essentiel de ce moteur Manx. On note aussi un truc très drôle, le rappel des soupapes par ressort en épingle externe. Et il faut savoir qu'il y a eu des versions de Norton Manx où la lubrification du haut moteur était à huile perdue. Donc les pilotes mettaient des espèces de pain de mousse ici, pour que l'huile perdue ne dégouline pas le temps de la course, et ça servait un peu d'éponge. Donc voilà pour ce qui est, on va dire, l'ancêtre du moteur de Grand Prix moderne. Ce moteur-là a été décliné aussi en 350, et puis à la fin, il a commencé à être détrôné par un autre moteur, alors en 350 principalement. C'est le moteur AR Mackie qui équipait les Aladoro, qui est un moteur aussi magnifique et qui a fait le bonheur de beaucoup de privés à la fin des années 60. Ce moteur, c'est très drôle parce que au niveau technologie, il n'a pas du tout la noblesse du Norton Manx, puisque c'est un monocylindre 4 temps culbuté. Donc qu'est-ce qu'un moteur culbuté ? C'est un moteur qui n'a pas l'arbre à cam en tête, qui a l'arbre à cam dans le carter moteur. Donc c'est un moteur en fait qui est très bizarre, parce qu'il avait une conception plutôt ancienne, mais il était ultra performant. Ça a fait le bonheur de beaucoup de pilotes privés, principalement en 350, même si certains à l'époque les réalisaient et les monter en 400 pour pouvoir courir en 500, et même en 500 il commençait à être assez compétitif. Alors c'est un moteur assez simple en fait, avec un carter unique où il y a l'embiellage et la boîte de vitesse. On note ici un embrayage à sec, donc ce qui était aussi le symbole, on va dire, des moteurs de compétition. Il faut savoir que la base de ce moteur, c'est un moteur civil en fait, qui était en 250, en 350 sur les à la Verde. C'était les moteurs de route au départ. Donc c'est un monocylindre tout simple, culbuté. Alors en fait on le voit pas là, mais les tiges de culbuteur montent dans un carter ici, arrivent dans la culasse. Il y a une tige qui active ce culbuteur qui est le culbuteur d'admission, et celui-là qui active le culbuteur d'échappement. Ici, on pouvait faire un réglage aux soupapes. Donc, c'est un moteur super simple, refroidissement à air. Vous notez que c'est un mono horizontal. Donc, pour qu'il soit bien refroidi, les ailettes sont dans le sens vertical pour que l'air s'infiltre bien. Ici, on avait un Delorto, aussi un moteur de GP, une admission verticale. Alors évidemment, il y avait une cuve séparée pour que l'essence soit au niveau horizontal, bien évidemment. Donc ça, c'est un moteur qui a fait vraiment le bonheur des privés sur les châssis d'Aladoro. Et il a une particularité, ce moteur, c'est que Jack Findlay, qui était un pilote très connu, pour courir en 500, il avait pris deux 250 comme ça, il les avait accouplés ensemble, donc il les avait mis
côte à côte avec les deux vilebrequins assemblés ensemble pour faire une espèce de twin horizontal en 500. Et la moto s'appelait la Linto parce que c'était une machine de Grand Prix. Alors, elle n'était pas performante parce que justement, cette espèce d'accouplement des deux vilebrequins cassait tout le temps. Mais il faut savoir que ce moteur a existé en espèce de twin. Voilà, deux moteurs jumelés. Donc voilà pour le moteur à Aermacchi. Alors, ça, c'est déjà la fin. On est au début des années 70. Donc, qu'est-ce qui arrive au début des années 70 ? Les deux temps. Donc, après l'ère des monos 4 temps anglais, après l'ère des monos 4 temps italiens avec le Aermacchi, le début de la fin, ça sentait vraiment le sapin pour l'industrie. C'est ça. Ça, c'est le diable. C'est l'arrivée des deux temps japonais. Alors, c'est les premiers deux temps. Il faut savoir qu'ils étaient absolument pas fiables. Ils avaient des problèmes de serrage, ils avaient des problèmes de refroidissement parce que c'était des moteurs à air. Mais ils avaient effectivement un énorme rendement puisque un deux temps, il a une explosion moteur à chaque rotation de vilebrequin. Et puis les Japonais, qui étaient des gens qui apprenaient vite et qui étaient persévérants, ont commencé très rapidement à faire des moteurs performants. Donc ça, c'est une réplique d'un moteur Kawasaki, compé client, bicylindre deux temps, donc refroidissement par air. On voit sur les côtés les carburateurs. Pourquoi ? Parce que c'était des distributions avec disques rotatifs, vous voyez ici. Donc il faut savoir que Kawasaki, au début des années 70, faisait beaucoup de moteurs de route avec les disques rotatifs comme ça. Donc ça a commencé à être le début de la fin pour les 4 temps. Et puis au bout de 2, 3, 4 ans, quand ils ont commencé à être performants, c'est-à-dire que quand ils sont passés en liquide, c'était la fin des monocylindres 4 temps. Donc voilà l'archétype d'un bicylindre 2 temps que couraient en usine les compés clients, les privés, etc. Et ça, c'était la vraie évolution, le 2 temps japonais. Et tant que je parle de deux temps, je voudrais aussi vous parler d'un moteur deux temps de légende, qui est le V4 deux temps de la Jawa, ce qui est très très rare d'avoir un moteur. Donc c'est une œuvre d'art vu l'époque et surtout moteur des pays de l'Est des années 60. Les mecs faisaient ça sans être vulgaire avec la bite et le couteau et pourtant c'est un moteur extraordinaire. Pour moi, avec le Norton Manx, le moteur de Grand Prix le plus fabuleux à mes yeux. Voilà, c'est le moteur de la 350 Jawa qui a été fait entre 69 et 71. Alors, les vrais amateurs connaîtront parce que dans le film Continental Circus, à un moment, on voit Jack Finlay rouler avec cette moto. Pourquoi ? Parce que c'est un Grand Prix en Allemagne de l'Est. Alors, les spécialistes font un commentaire. En 69, Bill Ivy était pilote usine Jawa sur la moto qui avait ce moteur. Il se tue aux essais sous la pluie et du coup Jack Finlay récupère le guidon pour courir avec cette Jawa 350. Alors regardez, ce moteur il est juste magnifique. C'est un 4 cylindres en V. C'est un V qui est extrêmement fermé avec 2 vilebrequins. Donc un vilebrequin par bande cylindre et évidemment une distribution rotative qui est magnifique puisque comme c'est un 4 cylindres, vous avez un carburateur qui distribue ici, un carburateur qui distribue le cylindre du bas et on a la même chose de l'autre côté. Donc c'était un moteur qui était extrêmement performant. Il sortait 70 chevaux pour un 350 mais il avait un vrai problème. C'est un moteur qui serrait souvent, qui est d'ailleurs Bill Ivy a priori est décédé parce qu'il saluait la foule, le moteur a serré, il n'a pas débrayé, voilà quoi. Donc c'était un moteur qui était d'une technologie exceptionnelle. On est en 69-71, à cette époque-là, les Japonais étaient encore aux 2 temps à refroidissement par air. Donc voilà, c'est une œuvre d'art, embrayage à sec, carter magnésium. C'est toute l'ingénierie des pays de l'Est. Voilà, on voit d'ailleurs pilote Bill Ivy, Jack Finlay, Silvio Grassetti. Donc c'était une moto qui n'était pas fiable, mais qui était magnifique. Je vous invite à aller la voir. Tant que je suis dans le 2 temps à refroidissement liquide, je vais vous présenter des moteurs aussi qui sont particuliers. C'était des bicylindres en tandem, principalement en 250 et 350 cm3. Alors, Kawasaki, on a fait beaucoup avec Cork Ballington qui court en Grand Prix. Alors qu'est-ce qu'un bicylindre en tandem ? Eh ben, l'avantage d'un bicylindre en tandem, c'est évidemment le mètre couple parce que c'est un moteur qui est très étroit et c'est un vilebrequin par cylindre. C'est-à-dire que vous avez un vilebrequin ici, un vilebrequin ici. Comme ils sont approchés, ils sont obligés d'être contrarotatifs pour pouvoir s'engrainer ensemble. Et ces 2 vilebrequins contrarotatifs entraînent une transmission primaire avec un embrayage à sec et une boîte classique. Donc là, on comprend l'avantage. Les bicylindres en tandem, ils étaient obligatoirement avec une distribution par disque rotatif parce que comme ils avaient un bloc cylindre parfois en un seul morceau, parfois sur le moteur Armstrong en 2 morceaux, l'emplacement avant-arrière était pour l'échappement, donc l'admission, on ne pouvait pas la mettre au milieu, donc on était obligé de la mettre sur les côtés, et donc distributeur rotatif. Je vais vous montrer un petit truc assez sympa, vous allez comprendre. Voilà, Freddy va faire un gros plan. Vous voyez, je vous parle des 2 vilebrequins, ça c'est le vilebrequin du cylindre avant, ça c'est le vilebrequin du cylindre arrière. Vous voyez, ils sont entraînés tous les deux par la pignonnerie qui entraîne la transmission primaire et qui entraîne la boîte de vitesse. Donc c'était des moteurs assez longs d'architecture, on peut le voir ici.
voyez. Mais par contre, ils étaient extrêmement étroits, donc on pouvait faire des motos étroites. Et plus une moto est étroite, plus elle est aérodynamique et plus elle va vite. Les moteurs qui ont été très connus, c'est les Kawasaki KR. Donc ça a été aussi une période qui a duré à peu près 4-5 ans en Grand Prix. Et après, ils sont tous passés au bicylindre en V, 2 temps à refroidissement liquide. Et là, ça a été la grande époque des Aprilia RGV, des Honda, des Yamaha. Et ça, c'est une autre période avec des moteurs beaucoup plus modernes. Il faut savoir que ça, à l'époque, ça sortait environ 65 chevaux pour un 250. Dès qu'ils sont passés au bicylindre en V, on est passé à pratiquement 85-90 chevaux. Donc voilà, parce qu'ils étaient arrivés au bout de développement du bicylindre en tandem. Donc voilà, on va finir par les moteurs modernes, même si j'aurais aimé tout vous présenter tellement il y en a. Donc ça va parler à beaucoup de gens. Donc c'est les V4 modernes de l'ère d'aujourd'hui du MotoGP. Donc ça, c'est le V4 d'Espo Sedici de la Ducati. Et ça, c'est le Honda. Alors, on voit très bien qu'il y a des similitudes. Hein. C'est des V4, ils sont ouverts à 90 degrés, les deux. Donc, double arbre à cam, cascade de pignon. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, c'est à la limite, les moteurs des hyper sportifs d'aujourd'hui ressemblent à ça, puisque le Super Quadro Ducati est à peu près à la même architecture que ça. Donc, ils étaient très discrets sur ce qui vous donne juste, c'est l'alésage et la course. Mais ils sont très discrets sur la puissance, etc. On annonçait à l'époque, quand ils étaient en 1000, on annonçait 200, 220, 230 chevaux. Donc voilà pour l'essentiel de ces moteurs. D'ailleurs, vous avez vu, Honda, on voit exactement la même architecture. On voit ici les deux pignons des arbres à cam. On voit la même chose sur le moteur Honda. Alors, il faut savoir que les différences qu'il y avait, on pouvait avoir soit un calage Big Bang, soit un calage Screamer. La seule différence entre les deux, c'est que soit les deux bandes cylindres avaient les mantons calés à 360 degrés, c'est le cas par exemple de la RC30, soit les mantons étaient calés à 180 degrés, ce qui est le cas de la plus humble VFR 750 par exemple. Donc voilà la différence, et en fonction des circuits, soit ils prenaient un calage Big Bang, soit ils prenaient un calage Screamer. Chez Ducati, c'était un peu plus discret, culture du secret. Donc voilà, je pense qu'ils avaient aussi des calages différents en fonction des circuits, si vous voulez, du couple ou de la traction. Mais voilà, ça c'est les moteurs modernes. Ils sont toujours d'actualité aujourd'hui sur les motos de GP. Maintenant, ils sont évidemment plus en 1000. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tour d'horizon des moteurs vous a fait plaisir. Et puis l'année prochaine, peut-être que je pourrai présenter les autres. Voilà, je vais rejoindre Philou parce que depuis tout à l'heure, il agite sa carte bleue pour acheter mon Bermuda et mes Vans, donc je vais négocier avec lui. Merci Marcel, moi t'es un puits de science, j'avoue que je vénère ce savoir, j'ai appris plein de trucs sur les moteurs de course, etc. On aurait pu en dire beaucoup plus, mais on va garder notre énergie avec Fred pour d'autres moments forts de la semaine des règles classiques. Exact. Par contre, toi qui aimes griller de l'huile et de l'essence, tout en mangeant des graines boulgour, un peu schizophrène le garçon quand même, tu nous as pas parlé d'un truc d'avenir, quel moteur électrique? Oui, parce que figurez-vous que... Alors c'est toi qui me l'as montré, parce que moi j'ai... Oui, t'avais même pas vu. Alors est-ce que je l'ai pas vu, est-ce que j'ai fait exprès? Ton cerveau a fait bing, là c'est génial, parce que voilà, là c'est un moteur électrique avec la transmission qui va sur une boîte de vitesse classique. J'ai pas envie de le présenter parce que d'abord j'y connais rien, et puis qu'en plus au niveau, je pense, que les amateurs de mécanique, tout ça, je pense que c'est encore trop jeune. Peut-être que dans 10-15 ans, on fera la même émission. Nous, peut-être pas. Non, mais si, avec une canne et une hanche artificielle. Alors aujourd'hui, le moteur à induction. Non, mais voilà, donc comme quoi... Le progrès, la compétition, c'est tout le temps un progrès, et qu'aujourd'hui, je crois qu'on peut pas passer outre ce genre de trucs. J'y arrive pas, c'est plus fort que moi. Vas-y, touche-le, tu verras. Ça c'est mieux, regarde. Deux temps. Et puis un autre truc, mon cher Marcel, c'est que le bruit des moteurs de course, pour moi, un V4 2 temps de course, il n'y a rien de plus beau, à part peut-être Anne Hidalgo, poursuivi le soir par un ours au fond des bois, criant de terreur, mais c'est un autre débat. Exactement. Voilà. En tout cas, voilà, moi j'ai pris plaisir à voir cette exposition de moteurs. Encore merci à Yves Carlo d'avoir réussi à réunir, parce que honnêtement, on n'a pas tout fait, mais il y a des raretés. Je vois le 4 cylindres à plat 2 temps, là, le Koenig. C'est con, on peut pas en moteur parler. Moteur de Sicar, ça non plutôt? Alors, c'était un moteur marin à l'origine, figure-toi. Et il y a un espèce de mec qui s'est dit. Marcel, c'est reparti pour une heure. Non, c'était un moteur marin. Et il y a un mec qui s'est dit, je vais le mettre dans mon sidecar. Ils ont même fait des motos Koenig avec ce moteur-là, mais honnêtement, il n'a jamais marché pour les raisons techniques, parce que la distribution était avec une courroie crantée qui pétait tout le temps. Et comme c'était un moteur marin, le système de refroidissement n'était pas un système fermé
fermé. Sur une moto, il doit être fermé. Et du coup, ils avaient des problèmes de chauffe, etc. Puis, enfin bref, il Allez. est ingénieux, mais il marchait pas. T'oublies pas, le circuit ferme à 23h. Hein. Allez, Et à pardon, bientôt. on y va. Voilà. Non, mais moi, Merci. les moteurs, c'est mon truc. Quoi, voilà. Merci. Bon, allez. Le moteur et les vannes, c'est léopard quand Ouais, même. Hein. comme quoi, vous voyez, on peut aimer les vannes Léopard et aimer aussi la mécanique. Voilà. On se retrouve très bientôt sur une autre émission Moto Magazine. Merci d'avoir suivi cet apéro. Merci Marcel pour tout le savoir Je t'en prie, qui est le tien et qui justifie que tu es essentiel à la survie de Moto Magazine. Flattez-moi, Oui, mon bon j'adore Blas. ça. En plus, t'aimes bien quand même, non? Monseigneur est bon. Mais c'est pas une flatterie, ça, c'est la vérité. Allez, à Monseigneur, bientôt. le plus grand des grands d'Espagne. Voilà, allez, bisous sur le casque. Soyez Allez, prudents bisous même tout le avec monde. des motos de course. Et Ciao, on se ciao. retrouve très bientôt sur la chaîne Ciao. YouTube de Motomag. Salut.